Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et si j'ai choisi d'aborder à nouveau ce thème, c'est bien parce que vous aviez été nombreux à vouloir témoigner la dernière fois sans qu'on puisse répondre à tout le monde. Donc nous allons évoquer à nouveau avec Sandy Boulanger la question de la fin de vie. Sandy travaille en soins palliatifs, elle aide des personnes à partir. Alors on dit partir parce que il me semble que le mot mourir est devenu un petit peu trop tabou dans notre société. Et je crois que c'est peut-être un peu dommage parce que ça rend la chose encore plus difficile et douloureuse. Je verrai ce qu'en pense Sandy Boulanger dans un instant. En tout cas, aborder la fin de vie, c'est quelque chose qui nous attend tous. D'abord parce qu'on va perdre des êtres chers et puis bien sûr parce que nous-mêmes, on va peut-être aussi partir un jour. Alors heureusement, on n'y pense pas tout le temps, mais nous sommes mortels, sauf peut-être quelques-uns, mais ceux-là, ils ne vivent peut-être pas très bien. Bref, venez en tout cas témoigner, n'hésitez pas également à poser vos questions. On peut parler aussi de la question de mourir dans la dignité. On sait que la loi va être réexaminée à l'Assemblée. En tout cas, avec Sandy Boulanger qui est sur le terrain, si j'ose dire, eh bien vous aurez des réponses. Notre numéro 0826 300 300. Bonjour Sandy Boulanger, merci d'être avec nous. C'est d'abord bravo pour ce que vous faites. C'est un métier dont on a besoin, qui n'est peut-être pas toujours facile, mais bravo. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci de me recevoir encore parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou parce que douloureux, donc souvent on l'évite et moi je crois que plus on peut envisager la mort des autres et la sienne, et mieux on arrive à vivre. Je signale d'ailleurs que vous avez écrit un livre sur la fin de vie, oui, sur les soins palliatifs. Vous cherchez un éditeur. Alors si quelqu'un nous écoute et qu'il a envie, qu'il nous fasse signe. Merci. Oui. Alors justement, est-ce que vous trouvez que le terme mourir est un peu absent maintenant du vocabulaire ou pas ? Je crois que ça dépend dans quel cadre il est prononcé. Je sais qu'en milieu hospitalier, je vais toujours dire le mot mort ou mourir, parce que partir peut porter à confusion. On part faire des examens, on part dans un autre institut. Donc, dans le milieu médical, le mot mourir est important. Par contre, en dehors des murs de l'hôpital, je pense effectivement que d'utiliser d'autres termes plus poétiques, plus imagés en fait, ça peut effectivement être plus approprié. Et peut-être que c'est quand même encore très tabou dans notre société, le fait qu'on va tous mourir, bien sûr. Oui, je pense que quand on a commencé à développer beaucoup la médecine, la santé, on s'est tous un peu retranchés derrière le fait que quoi qu'il arrive, la médecine nous sauvera, nous permettra de vivre vieux et en bonne santé. Et on a oublié effectivement que on était quand même mortels, que mourir n'était pas une punition, que ça arrivait à des gens très bien, et pas que, en fait, ça arrive à tout le monde, et c'était pas toujours une histoire de récompense ou de punition. Donc ça, c'est quelque chose de philosophique et d'existentiel, Tout a toujours été organisé pour pouvoir gérer cette question douloureuse-là du départ, du mourir. J'ai remarqué d'ailleurs que dans le milieu médical, parfois, pas toujours, il y a des gens formidables comme vous, mais il y a parfois un peu de la toute-puissance, comme si on allait être plus fort que la mort. Parfois, je crois aussi que quand on est soignant, on a à cœur d'être là pour soigner, et soigner, ça peut souvent vouloir dire guérir. Bien sûr. Et guérir, ça veut dire enlever toute problématique de santé. Et c'est vrai qu'en fait, on a changé la définition de l'OMS sur la santé, et ce n'est pas une absence de maladie, c'est aussi un équilibre, et un équilibre psychique aussi en même temps qu'un équilibre physique. Donc ces évolutions-là sémantiques sont devenues effectivement très importantes parce que ce n'est pas une absence de maladie. Donc, les soignants aujourd'hui sont en train d'acquérir beaucoup des outils de gestion émotionnelle aussi, et que parfois, on est amené à se dire que accompagner en fin de vie, c'est aussi du soin. Bien sûr. On parle aussi de la question du droit à mourir dans la dignité. Ça n'a pas été encore tout à fait voté à cause de la dissolution, je crois. Quel est votre avis justement sur cette question, Sandy Boulanger, vous qui côtoyez des gens qui sont justement en fin de vie, qui souffrent? Je pense que si on pouvait déjà utiliser les lois qui sont en cours, ce serait vraiment très bien. Sur Claes Leonetti,
ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a une grosse partie subjective. Même si les décisions sont pluridisciplinaires, en fonction de l'endroit où on se trouve et du moment où on se trouve, on n'aura pas toujours les mêmes réponses. Donc moi, je suis assez favorable pour une évolution où justement le patient, les proches ont aussi plus leur mot à dire et avoir une vraie réflexion. Mais là, on touche toujours des règles éthiques et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que ça ne rentre plus toujours dans des cases mathématiques, ça rentre aussi dans l'affect, dans l'humain, et que dans l'affect, il y a aussi ceux qui vont accompagner jusqu'à la fin. Et effectivement, nous n'avons pas encore réussi à avoir cette philosophie-là du soin. De toute façon, on le sait, face à ces choses humaines, difficiles, douloureuses, c'est chaque fois un cas particulier, individuel, et on peut pas faire des généralités finalement sur la manière dont on va d'ailleurs réagir à la maladie d'un de ses parents ou un de ses enfants d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça reste du cas par cas et que c'est évolutif. Mais même dans les autres pays où il y a l'assistance à mourir ou l'euthanasie, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, il y a quand même des délais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mois qui vont s'écouler. C'est pas du jour au lendemain. On se dit maintenant ça suffit. Donc parce que c'est ça le gros point noir encore aujourd'hui. En France, dans le débat, c'est de se dire qu'il y a des gens qui ne sont pas mourants à quelques semaines et que du coup, ils ont envie quand même d'arrêter de vivre la vie qu'ils mènent. Donc, il y a quand même une réflexion éthique autour de tout ça et j'espère qu'on ira vers ça, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance de traverser ce qu'ils traversent et qu'ils n'ont même pas le droit de pouvoir mettre fin à leur jour, si ce n'est penser au suicide, ce qui est juste épouvantable. Des gens qui se défenestrent à l'hôpital, ça n'existe plus trop aujourd'hui parce que maintenant les fenêtres sont fermées, on peut plus les ouvrir comme on pouvait, mais d'utiliser des stratagèmes justement parce qu'il y a des personnes qui ont cette telle souffrance et ce tel besoin d'en finir et je trouve que c'est difficile. Oui, c'est ça, c'est qu'on devrait avoir le droit de dire stop quand la douleur est plus forte que... Parce que finalement, c'est toujours la même histoire, la vie c'est formidable, mais quand la douleur est plus forte que le plaisir de vivre, on peut se poser la question. Oui, parce que le débat est toujours axé aussi sur la douleur physique. Alors c'est vrai que maintenant, on a quand même des moyens de soulager la douleur, très souvent, je dis pas partout, c'est pour ça que le palliatif est une spécialité aussi de la douleur, mais quand on arrive à soulager au mieux la douleur, il reste la souffrance psychique, c'est-à-dire la conscience de vivre comme ça. Et il y a des gens qui ont juste pas envie de vivre comme ça. Pour eux, c'est pas une vie. Oui, c'est une question de dignité. On la met, chacun la met où il veut. C'est comme la pudeur, c'est comme beaucoup d'autres choses, bien sûr, bien sûr. Eh bien, on va en parler avec vous, bien sûr, quel que soit ce que vous avez envie de dire. Vous savez qu'on parle vrai et que vous avez toujours la parole sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Sandy Boulanger est avec nous. Vous êtes somatothérapeute et vous travaillez notamment dans les soins palliatifs. Et on va donner la parole à Karen. Bonjour Karen. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour Karen. Merci d'être avec nous. Vous voulez revenir sur votre grand-mère, Oui, alors en fait, moi, la première fois que j'ai eu un décès dans ma famille, c'était ma grand-mère paternelle. Et j'étais assez jeune, j'avais 16 ans, donc il y avait des histoires de famille, des désaccords, des engueulades, etc. Et du coup, j'ai pas été aussi... Elle a pourtant eu une longue maladie et j'ai pas été aussi proche d'elle que j'aurais voulu l'être, parce que malheureusement les dissensions dans la famille ont pris le pas. Ça m'a été reproché notamment par ma tante et j'ai compris son reproche. Moi je m'en suis un peu par la suite un peu voulu, mais vous étiez pas majeure, voilà. Bah oui. Non, puis bon, j'aurais pu, on m'aurait pas empêché d'aller la voir davantage, mais je suis pas sûre d'avoir réellement pris conscience de ce qui allait se passer, en fait. Pris conscience de l'ampleur de la maladie et d'avoir compris que bientôt j'allais plus voir ma grand-mère. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Par la suite, malheureusement, les décès qu'il y a eu près de moi, ça a été des décès accidentels. Donc là, on n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps d'accompagner la personne comme on voudrait. Et ça aussi, c'est difficile. Parce que, et c'est le cas notamment par rapport à mon grand-père, où j'ai appris sa maladie
tardivement, je sais pas, j'ai jamais su si c'était lui qui avait voulu la cacher ou si c'était son médecin qui ne lui avait pas dit, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai été présente sur les 15 derniers jours quand vraiment il a été hospitalisé et qu'il peinait à se mouvoir. Mais c'était vraiment la toute fin, alors que j'étais à distance. Si j'avais su, j'aurais peut-être passé plus de temps avec lui et été plus présente aussi pour ma grand-mère, que ça aurait aidé, que ça aurait soulagé en fait. Mais après, je trouve qu'il y a l'accompagnement de la personne qui est malade et il faut considérer aussi l'accompagnement des personnes qui restent. Et on n'en parle pas forcément, mais ça fait partie aussi, je trouve, de l'accompagnement quand il y a une longue maladie ou même un décès entre guillemets qui va être un peu naturel, mais il y a vraiment l'accompagnement des personnes qui sont proches de notre environnement, et je trouve que c'est le moment où s'il y a bien un moment où on doit être soudé, c'est bien à ce moment-là, et qu'on doit pouvoir soit aider si on peut pas faire énormément de choses pour la personne, mais au moins mais Karen, ce que vous dites est tout à fait intéressant, parce que quand on perd un être cher, évidemment, vous avez perdu votre grand-mère, votre père a perdu sa mère, enfin tout le monde quelque part souffre, mais tout le monde réagit de manière individuelle, et on voit bien qu'à ce moment-là, alors dans certaines familles, oui, il se crée une sorte de socle solidaire, mais dans certaines familles, oui, il y a des dysfonctionnements terribles, et puis après il y a parfois même des questions d'héritage horribles. C'est vraiment, on voit bien que ça touche quelque part quelque chose de tellement profond chez chacun qu'obligatoirement c'est complexe. C'est vrai que l'accompagnement des aidants est en train aujourd'hui quand même de se développer beaucoup. Déjà, il y a des groupes de parole qui sont mis en place parce que les maladies de longue durée existent de plus en plus, par les dépistages aussi. Donc oui, et puis l'âge on gagne aussi en longévité. Oui. Alors après, c'est vrai que majoritairement, ce sont des personnes âgées qui vont décéder encore aujourd'hui, heureusement, mais il y a quand même aussi des personnes beaucoup plus jeunes à qui ça arrive. Mais les aidants sont aujourd'hui beaucoup pris en compte. D'ailleurs, le terme d'aidant est encore pas très accepté, un peu comme le mot victime, on n'aime pas ça, mais voilà, les aidants, c'est ça, ce sont les gens qui accompagnent une personne dans la maladie, et c'est vrai que... Qui ne sont pas du milieu médical. Qui ne sont pas du milieu médical, et qui ont besoin, effectivement... d'être pris en compte, d'être orienté, d'avoir des outils en fait, parce que c'est de l'impuissance quand on accompagne justement quelqu'un comme ça qui est malade. Comme on ne sait pas quoi faire, quoi être, c'est effectivement, je pense, à notre époque très important de pouvoir être accompagné, et ça se développe. Moi, c'est ce que je fais beaucoup à l'hôpital, et notamment justement sur tous ces non-dits. C'est de pouvoir se dire qu'il y a des priorités. Et que là, la priorité, c'est pas forcément ça à gérer. C'est comment est-ce que moi, j'ai envie d'être présent pour mon proche, et que tout ce qui n'a pas pu se dire. Donc aujourd'hui, les psychothérapeutes peuvent accompagner les familles, même si on accompagne le patient. Oui, et ce qui est très ennuyeux dans votre témoignage, Karen, c'est d'entendre que votre tante vous reproche quelque chose alors que vous aviez 16 ans, et puis après, chacun fait ce qu'il peut, et c'est très très embêtant quand quelqu'un de notre famille nous reproche quelque chose, parce que après ça peut générer un petit poison de culpabilité chez vous. C'est pas le but. Oui, mais je pense qu'elle était tellement dans sa douleur. Oui, je sais bien, je comprends bien. Que effectivement, elle a été maladroite. Alors ça peut avoir des conséquences, bien sûr. Mais vous voyez, je rebondis sur ce que vous disiez sur les aidants. J'ai connu quelqu'un qui avait un monsieur qui avait son épouse qui avait la maladie d'Alzheimer, et il se sentait coupable de la confier au service de jour pendant 2 demi-journées par semaine, parce que il disait mais j'ai besoin de ça pour souffler, mais je me sens coupable de la laisser 2 demi-journées. Et enfin, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais dit, mais c'est normal, j'ai dit, il faut que tu te ressources aussi, et que tu puisses, toi, avoir ta bouffée d'oxygène pour pouvoir prendre soin de toi, et aussi, par conséquent, reprendre soin d'elle quand elle ressort. Mais ça ne faisait pas partie des codes sociaux.
fait. Oui. Les grands-parents n'ont pas vécu ça. Et c'est vrai que du coup, pour eux, de traverser ça aujourd'hui, c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Et vous savez, dans les fins de vie comme ça, ou dans les maladies, la tradition est fondamentale. On revient toujours aux origines quelque part, que ce soit spirituel, religieux, ou on revient toujours aux origines. Et à forcément, sa culture aussi. Bien sûr, parce qu'on a besoin de soutien. Et le soutien, il est dans la structure de nos origines, quoi qu'on dise. Donc, quand on n'a pas eu l'habitude soi-même de vivre ça et d'avoir vécu ça, c'est très difficile de pouvoir le vivre. Et on a beau être épuisé, s'épuiser et sentir qu'on est épuisé, on culpabilise d'être épuisé, comme si on devait tout gérer. Sauf que les maladies neurodégénératives n'étaient pas à ce niveau-là quand même il y a encore 30 ou 40 ans. Donc c'est très difficile de vivre ça. Il faut qu'on organise différemment les choses. Et dans notre culture française, généralement, quand on regarde il y a 50 ans, il y avait pratiquement un enfant qui allait être consacré à s'occuper des parents vieillissants. C'était souvent l'aîné ou le dernier. Oui. C'est vrai. Il y avait toujours un enfant dédié à quelque chose d'ailleurs. Oui. C'est pour ça qu'il fallait en faire plusieurs. Mais en plus, oui, Karen, alors c'est bien que la médecine évolue, bien entendu, comme vous disiez, tant en termes de diagnostic que en termes de traitement réel des maladies. Le problème qu'il y a, c'est aussi que dans certains cas, c'est un peu comme une lente agonie, et que à la limite, un décès qui arrivait en quelques semaines ou quelques mois avant peut maintenant arriver beaucoup plus tard. Ouais. Alors c'est bien aussi parce que ça nous permet de profiter plus longtemps des gens qui sont malades, etc. Et puis eux, leur vie dure plus longtemps. Mais d'une certaine manière, c'est aussi une antagonie de l'ensemble de la, comment je veux dire, de l'ensemble des personnes. Enfin pour l'ensemble des personnes. Et c'est d'autant plus, peut-être aussi par certains aspects. C'est plus lourd. Autant il va y avoir du positif, autant il va y avoir du négatif, et ça va être plus long, plus lourd, plus éprouvant. Oui, mais ça, c'est ce que vous dites, Karen, ce que vous dites est tout à fait juste quand c'est des cancers avec des traitements qui durent et qui permettent une récidive, pas tout de suite, etc. Il y a des personnes qui au départ sont très 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 dévouées, puis à un moment donné ils fatiguent. Osons le dire, les aidants fatiguent. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, en effet, il peut y avoir de la culpabilité. Ils peuvent je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils vont tomber en burn-out, mais enfin bon, c'est... Si, pas loin, oui, il y a beaucoup de dépression en fait, d'épuisement, oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, à maintenir la vie, et c'est pour ça que les soins palliatifs ont été créés, quand même, il y a plus de 40 ans maintenant, c'était justement pour contrer l'acharnement médical. C'est-à-dire que, voilà, on donnait des traitements, des médicaments, mais que du coup, le confort de la vie n'était absolument pas pris en compte. Mais je crois aussi que l'autre partie de réflexion, elle se loge chez nous. Chacun, est-ce que je suis prête à laisser ma grand-mère, mon père, ma mère vivre à la maison, sachant que c'est dangereux parce qu'il y a 2 marches, parce qu'il y a parce qu'ils peuvent tomber, parce que ils arrêtent de manger maintenant, ils peuvent ne pas éteindre la plaque, et qu'en fait, bien sûr qu'on met en place tout un tas de systèmes, mais ces systèmes-là aussi ne sont pas là pour favoriser la vraie autonomie, parce qu'il y a de toute façon une dégradation. Donc à chaque fois qu'on met en place aussi un système, on recule le moment vous voulez dire qu'il faudrait quand même être plus lucide quand les personnes ont besoin d'être en EHPAD, ou en tout cas ou en maison senior, quoi. C'est-à-dire que rester à tout prix à domicile, souvent ça peut être une erreur et un danger, quoi. Ou accepter et en parler justement avec les personnes concernées du fait que petit à petit. Et vous avez raison, je pense à quelqu'un de proche où en effet ça se dispute entre frères et sœurs parce que certains veulent placer, d'autres pas. Oui. Et parfois c'est accepter que la personne concernée ne veuille pas être placée, et qu'elle préfère mourir tranquillement chez elle finalement. Mais là on s'interroge sur quel degré de conscience est-ce qu'on a de la fin de vie justement, mais ça devient un vrai conflit où la personne intéressée, finalement, on ne va pas tant évaluer son niveau de conscience pour savoir si elle peut effectivement prendre ses décisions. Et à son niveau de risque aussi qu'elle prend à mettre en cause. Exactement. Mais est-ce qu'une personne vivant chez elle et se dégradant n'aurait pas le droit de choisir en fait de mourir comme ça?
Et on le voit à l'hôpital, hein, avec des demandes bien sûr de réanimation, d'acharnement sur des personnes qui sont très âgées, parce qu'on n'est pas du tout prêt à les laisser partir non plus. C'est un vrai débat de société finalement qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, Sandy Boulanger. C'est complexe, mais je pense que c'est important parce qu'on sera tous confrontés à ça. Moi, j'aimerais qu'il nous reste que le chagrin, parce que c'est déjà énorme en fait le chagrin. Alors moi j'ai un mot qui me vient et qui me semblerait indispensable pour chacun d'entre nous, c'est un tout petit peu plus d'anticipation quoi sur la fin de vie quoi. C'est le mot d'ordre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, Karen? Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Et c'est vrai que je trouve, alors, je sais pas ce que ça va donner si jamais il y a de nouveaux débats, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure sur le projet de loi, mais de ce que j'avais compris sur les dernières, ce sur quoi il était question de statuer, je trouvais qu'effectivement ça n'allait pas assez loin en termes de respect de la personne, comme vous dites, et de l'être humain en tant que tel. Et c'est extra. Enfin, je pense que c'est un sujet très 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 délicat. Moi, je sais que ayant perdu ma maman avant de perdre mes grands-parents maternels, je me suis occupée de ma grand-mère et quand elle tombait, qu'il fait que l'infirmière du matin arrivait chez elle et qu'elle était tombée dans la nuit, qu'elle l'a retrouvée coincée dans les toilettes, etc. Il est arrivé un moment où j'ai dû prendre la décision contre son avis à elle, hein, et de dire bah oui, mais tu ne peux plus rester comme ça. Regarde la nuit que tu viens de passer parce que tu t'es levé, t'es tombé en ressortant des toilettes. Si tu peux pas passer des nuits comme ça, c'est pas possible. Eh bien, et elle voulait pas l'entendre. Karen, vous avez été responsable, bravo. C'est ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a un moment, il faut aller au-delà de la vie de quelqu'un qui se met trop en danger. C'est aussi la sauver d'une déchéance insupportable. Merci beaucoup, Karen. On se retrouve avec notre Love Conseil. Je voudrais parler de l'empathie dans le couple. Eh bien, l'empathie, Sandy Boulanger, c'est un très joli mot, c'est formidable, l'empathie. On pourrait penser que ce serait idéal dans un couple pour maintenir une excellente communication dans le couple. Mais en fait, non, parce que l'empathie, je le rappelle, ça demande une neutralité tout en étant capable de comprendre ce que l'autre ressent. Donc en effet, l'empathie, ça consiste à être capable d'entrer dans l'univers des sentiments d'autrui tout en restant soi-même, tout en n'étant pas impacté, si je puis dire, trop émotionnellement par ce que l'autre nous dit. Et donc on comprend bien alors que si on ne se laisse pas absorber par l'émotion de ce qu'exprime notre partenaire, ça veut dire qu'on n'est pas réellement dans une relation affective, quoi. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre que dans une relation d'amour, garder le recul nécessaire, avec une présence solide, sans fusionner, c'est quand même presque impossible. Donc l'empathie serait en quelque sorte, j'ai envie de dire, pas tellement possible dans un couple, même si bien sûr il faut aller vers l'empathie, mais ne rêvons pas non plus. Je crois quand même néanmoins qu'on sera plus facilement empathique, si je puis dire, à partir du moment où on est déjà en paix avec ses propres émotions, où on a un petit peu un bon niveau d'intelligence émotionnelle, qu'on se comprend déjà bien soi-même. On voit déjà toutes les limites que ça représente. Bon, bref, comprendre l'autre, ça signifie pas non plus forcément approuver. On a le droit de pas avoir les mêmes idées, on a le droit de pas ressentir la même chose. Donc, ne rêvons pas. Je crois que ce qui est important dans le couple, c'est que déjà on puisse laisser l'autre s'exprimer sans lui couper la parole, essayer de l'écouter, essayer de comprendre ce qu'il ressent, et puis voir ce que ça nous fait ressentir. Et là, on est bien loin de l'empathie. Oui, mais c'est déjà un lien de communication qui est déjà plutôt très très bien. Oui. On y arrive. Mais c'est vrai que ça fait un peu Graal, l'empathie. Oui, il manque des barreaux à l'échelle pour y accéder. Oui, mais j'ai eu envie de faire ce Love Conseil sur l'empathie parce que j'ai lu là, ce week-end, un texte d'un thérapeute, évidemment, qui parlait de l'empathie dans le couple. Arrêtons de pas chez les bisounours, quoi. Moi, je prône la solidarité. Déjà, c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On continue à évoquer la fin de vie avec Karina qui nous rejoint. Bonjour, Karina. Oui, bonjour Sandy. Bonjour Brigitte. Bonjour, Karina.
Alors malheureusement, moi j'y suis passée il y a pas longtemps et c'est mon papa qui est décédé. J'ai plusieurs réflexions. D'abord, le dédain dont ont fait preuve beaucoup de médecins vis-à-vis de mon père, à qui, quand il s'est présenté à l'hôpital dans un état pas possible, on lui a dit que oui, monsieur, prenez sur vous, vous avez de l'arthrose à votre âge, c'est normal. Et quand ma sœur, qui est infirmière à la retraite, et je la bénis tous les jours d'être intervenue, s'est vraiment fâchée, on s'est rendu compte dans un autre hôpital, en fait, qu'il avait un cancer des os à un état très avancé. Donc ça, c'est la première remarque que je fais. Je pense que oui, donc mauvais diagnostic à l'hôpital. Et surtout, manque d'empathie totale. Ils ont renvoyé mon père, qui a attendu en plein soleil sur un banc que ma sœur vienne le chercher. Bon, il avait 89 ans, c'était pas vraiment très sympathique. D'ailleurs, ma sœur s'est fâchée, c'est un peu remonté dans les divers échelons de l'hôpital, mais je ne suis pas sûre que tout ait changé. Alors, je dis qu'il y a des gens très très bien, ça c'est fantastique. Vous avez des thérapeutes et des infirmières et des accompagnatrices et des accompagnateurs qui sont formidables. Mais alors, il y en a certains, vraiment, c'est absolument juste impensable de voir la façon dont on traite nos anciens. Et je pense que dans une société où on respecte plus les anciens, où il y a justement un manque d'empathie totale, on va dans le mur quelque part parce que c'est quand même eux qui ont la sagesse, qui ont l'expérience, et donc il faudrait les accompagner de façon beaucoup plus décente. Alors justement, je pose Karina, vous n'êtes pas la seule à pouvoir faire ce genre de témoignage. Hein, c'est évident qu'il y a mais en même temps, il y a des endroits où on traite bien nos anciens, comme vous dites joliment. Quel est le pourcentage, Sandy Boulanger, finalement, de gens qui sont maltraités, de gens qui seraient bien traités? Enfin, je vous demande pas un chiffre exact parce qu'il est impossible, mais j'ai aucune idée de ça. Je me dis que c'est tellement aussi aléatoire. Je ne crois pas qu'il y ait de méchants médecins spontanément non plus. Je crois que c'est toujours des histoires de circonstances. Effectivement, sur les diagnostics, voilà, ça arrive. On parle plus facilement des situations catastrophiques et douloureuses que des bonnes situations. Je pense quand même que majoritairement, nous avons des très bons diagnostics en France. C'est la majorité des cas et que parfois, effectivement, cela peut arriver qu'il y ait des mauvais diagnostics. Mais je crois aussi que c'est un deuil encore plus douloureux que vous devez certainement vivre, Karina, parce que s'il y avait eu, voilà, c'est ça qui doit tourner en boucle dans votre tête. Et s'il y avait eu? Et si on avait eu un autre diagnostic? Et si? Et les ici, c'est vraiment douloureux à vivre pour pouvoir faire son deuil parce que vous étiez certainement pas préparé à vivre un départ comme ça et je pense que ça doit être le plus difficile pour vous. Alors, le départ s'est bien passé grâce à ma sœur, comme je vous dis, qui était justement issue du milieu médical. Donc, elle s'est battue bec et ongle pour qu'on puisse suivre papa à la maison. Comme elle était infirmière, ça a été accepté. Donc, en fait, il a eu à médicaliser toute sa famille autour et jusqu'au bout, on a été là et on l'a accompagné. Mais il y a une autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il avait vraiment exprimé très, très, très précisément et en tout état de cause, avec toute sa tête, qu'il ne voulait absolument pas d'acharnement thérapeutique. Bon, nous, on le voyait souffrir le martyre et forcément un cancer des os en stade terminal. Vous imaginez que c'était quand même très douloureux. Et on a quand même eu des reproches, parfois, des soignants qui sous-entendaient qu'on serait pressé de le voir partir. Donc ça, c'était encore plus insupportable et encore un peu plus douloureux parce que ils lui ont fait des soins qui vraiment portaient atteinte à sa dignité parfois et j'avais vraiment mal pour lui, quoi. Donc c'est ça aussi, il a écrit, il y avait des témoins, on a tous été là, on aimait notre père profondément, on a vraiment fait tout pour lui jusqu'à la fin, mais ce qu'il avait écrit, ça n'a pas été respecté, tout simplement. Non, je suis vraiment désolée pour votre famille et vous, parce ce que dit Karina, ça arrive trop souvent à mon goût parce que c'est quelque chose que j'entends souvent et c'est inacceptable. C'est inacceptable. À quoi ça rime de laisser souffrir ce vieil homme en plus un cancer des os, pardon. Vous avez raison, Karina, c'est insupportable. Alors que lui-même l'a exprimé encore une fois. Donc pourquoi on ne respecte pas ce que le patient réclame? Je pense
souvent, quand même, c'est par méconnaissance de la médecine palliative, justement. C'est que comme on ne connaît pas les protocoles de dosage pour soulager les douleurs jusqu'à ce que ça ne mette pas la personne quand même dans le coma ou dans un sommeil profond, souvent on n'a pas de solution pour traiter les douleurs autre que l'étape d'après ou qui est vraiment trop endormir la personne. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de développer les spécialités palliatives, parce que c'est là où il y a des dosages qui sont quotidiens. Il n'était pas en soins palliatifs, votre père il est resté chez lui? Non, justement, il est resté chez lui. Oui, grâce à ma sœur qui était infirmière, et bon, on le remercie. C'est peut-être ça qui a posé le problème, justement, c'est que n'étant pas, restant chez lui, on ne pouvait pas le mettre avec des soins plus puissant, si je puis dire. Bah oui, on a besoin d'équipes mobiles palliatives aussi à domicile, mais encore une fois, il en manque, il n'y en a pas partout, et c'est pour ça qu'il y a cette telle souffrance. On a eu après. L'équipe palliative à domicile. Oui, il y en a qui étaient absolument admirables, il n'y a aucun problème. Mais quand on insistait sur le fait, parce que nous, après, on l'avait toute la journée quand même, donc on voyait bien que. Et puis surtout, j'ai assisté à des soins. J'étais là, évidemment, et je vous dis, c'était hyper dégradant, et moi, je le voyais souffrir par rapport à ça. Donc ça, c'est le problème. Après, je bénis ma sœur d'avoir été infirmière avant, d'avoir su faire ce qu'il fallait, de lui avoir permis de passer le dernier Noël en famille, où on était tous là pour l'entourer. Il est mort, le 10 janvier, donc il avait quand même encore, jusqu'au dernier jour, il était à côté de nous, on a joué à la belote le dernier jour, il avait encore toute sa tête, c'est ça le pire, il avait toute sa tête, donc il assistait à tout, il voyait tout, il ressentait tout, évidemment, et ça, c'est... Bien sûr, et ça s'appelle mourir en conscience, Karina, mais du coup, dans sa conscience, il a eu justement la chance de sentir tout votre amour, et votre témoignage, vous avez raison aussi, Brigitte, est pas isolé, c'est que l'accompagnement en fin de vie est problématique aujourd'hui, c'est pour ça que c'est revenu dans les discussions, dans les lois, parce que nous pouvons vraiment être très mal accompagnés et qu'il est grand temps maintenant qu'on puisse décider de comment est-ce qu'on va terminer sa vie, et notamment en incluant la famille et en étant au domicile. Si on oui, parce que sinon, pour qu'il ait moins souffert, il y avait la solution évidemment de l'euthanasie. J'aime pas ce mot-là, mais il y en a malheureusement, on n'en trouve pas d'autres pour votre père, mais ça, pour l'instant, c'est interdit. Et puis sinon, il y avait en effet le mettre à l'hôpital et avec pratiquement le mettre dans le coma, jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Il y a d'autres traitements aussi de la douleur, quand même. Alors bien sûr que ça change la conscience. Oui, mais ça finit par mettre les gens dans le coma, soyons clairs. De toute façon, donc c'était, j'ai envie de dire, Karina, le fait qu'il ait pu jusqu'au bout vous parler et être conscient, c'était au prix de cette douleur atroce qu'on entend et que je confirme, parce que il paraît que le cancer des os, c'est un des pires cancer. Donc, vous voyez ce que je veux dire, Karina, c'est là où encore une fois, mais est-ce que votre père a choisi vraiment ça? C'est toute la question. Oui, il a impérativement, et il a vraiment exprimé son désir de ne surtout pas finir sa vie à l'hôpital. Et pour vous, c'était comment alors de vivre ça avec lui à la maison? Mais on était heureux de pouvoir, parce que justement, nous on est c'était dans le Lot-et-Garonne, donc c'est pas évident, les hôpitaux sont loin, etc. Nous on est 3 filles, il y en a une qui était toujours là, donc c'était ma sœur qui est infirmière. On est un peu plus loin, donc c'était beaucoup plus facile de le voir plus régulièrement, de le voir souvent et d'être là. Donc ça nous a permis quand même de partager des choses. Oui, mais donc c'est vrai que c'est vachement important de pouvoir quand même les accompagner, mais donc, Karina, et les entourer jusqu'au bout. Il me semble, Karina, si on vous écoute bien, qu'au fond c'était la meilleure solution pour tout le monde. Ce qui s'est passé. Oui, c'était la meilleure solution. Même tout à fait, je comprends. Même ce que je vous dis, c'est juste certaines choses qui m'ont heurté par rapport à ce qu'il avait demandé, etc. C'est juste ça. Mais après, pour le reste, non, chapeau, il y a une belle équipe. Ils avaient mis en place des gens qui venaient régulièrement le matin, le soir, et nous, on faisait le lien entre. Et donc, c'était bien. Et je sais il est mort paisible. Aussi paisible que possible vu la situation. Bien entouré en tout cas. Oui, en tout cas, bien entouré. Pas isolé dans un hôpital, dans une chambre, évidemment. Merci beaucoup, Karina. Merci. Je suis sûre que ça résonne évidemment chez beaucoup de ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans un instant. N'hésitez pas vous aussi à témoigner. 0826 300 300. À tout de suite.
Sandy Boulanger est avec nous. Merci Sandy d'être là pour évoquer ce sujet douloureux, difficile. On entend bien sûr pour chaque personne qui va témoigner toute la douleur, et ça fait du bien, je pense, d'en parler. Ça fait du bien d'entendre aussi tous ces témoignages, et merci de prendre la parole sur Sud Radio. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy, merci de m'accueillir à l'antenne. Avec plaisir. Et puis merci pour ce sujet qui est effectivement complexe. Alors moi, mon père a 48 ans actuellement. Il vit seul chez lui. Et comme vous disiez précédemment, c'est assez culturel. Et nous, on vient des pays de l'Est. Et chez nous, il n'y a pas du tout de maison de retraite ou de structure d'accueil. Et c'est vraiment à la famille de s'occuper de la personne âgée. Et donc, mon père est vraiment dans cette démarche. Et donc, nous, toute la difficulté, parce qu'on en a parlé au médecin généraliste, c'est que son souhait, c'est de rester chez lui, dans sa maison. Voilà, c'est clair. Sauf qu'il ne veut l'aide d'aucune personne extérieure. Et donc, donc jusqu'à il y a à peu près un an, je préparais même ces médicaments toutes les semaines. Des médicaments qui sont assez lourds, puisque il a eu des opérations du cœur assez graves. Donc, le médecin a quand même réussi à lui dire que c'était pas à moi de le faire, que c'était une responsabilité, qu'une infirmière pouvait passer toutes les semaines. Mais pour ce qui est du reste, il compte sur nous non-stop. Bah oui, alors il y a effectivement ces traditions culturelles qui sont là. Et puis après aussi, vous savez Catherine, il y a un espèce d'attachement quand même. Voilà, j'ai tout fait pour toi quand tu étais petite et tu feras tout pour moi quand je serai vieux. C'est aussi un espèce de... C'est facile de refuser tout le monde parce que on sait qu'au moins les enfants vont pas nous laisser, quoi. Donc il y a aussi cette forme-là c'est un dû. Quelle que soit la difficulté que vous... C'est complètement ça. Oui. Mais derrière ça, vous voyez aussi... Alors, ça dépend bien sûr son caractère et autres, mais c'est un dû. Et puis après, du coup, c'est un peu une relation d'objet. C'est-à-dire que... oui. Et je suis là que pour faire des courses. Il n'y a plus du tout de discussion. On peut discuter de rien. Alors, comme j'habite en plus à 5 minutes, il me dit tu peux passer, j'ai des courses, j'ai ceci à faire. C'est plus oui, mais ça va pas être très agréable à entendre ce que je veux dire. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut savoir poser ses limites, parce que sinon vous tombez dans une emprise qui n'a pas de raison d'être, dans la mesure où, encore une fois, si on est un bon parent, on laisse les enfants vivre quand même leur vie. Et on peut tout à fait, surtout qu'on a en France tout ce qu'il faut pour que votre père ne soit pas abandonné. C'est pas comme en Afrique, par exemple, dans beaucoup de pays africains où en effet pour l'instant il n'y a pas les structures. En France, il y a tout ce qu'il faut, donc il faut que vous puissiez poser vos limites. Et ça, je pense que c'est important que vous puissiez vous-même déjà savoir jusqu'où vous voulez bien aller et où il empiète sur sur vos limites. Oui, puis sur votre santé surtout aussi. Votre santé, votre liberté, votre vie, votre équilibre de vie personnelle, c'est pas rien. Et éventuellement votre couple, vos enfants. J'ai pas de couple. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, j'y vais, je fais la course, je dépose le truc, voilà, et je m'en vais et il me dit mais tu restes pas, t'es toujours pressé, parce qu'en fait, moi il me contraint et c'est très. Oui, parce que vous rentrez dans une relation très ambivalente là. Il faut que vous puissiez poser vos limites, du coup. C'est de dire, voilà, je peux te faire les courses, mais c'est tant de fois par semaine. Donc, il y a une liste qui se fait en amont. Et s'il manque quelque chose le lendemain, tant pis. Mais je viens tel jour pour les courses. Je viens, tel jour pour juste boire un café. Je ne fais rien d'autre. Je ne répare pas la télécommande. Vous voyez? Oui, c'est ça. Parce que derrière l'utilité, il y a vraiment cette relation d'objet.
Et plus on se laisse utiliser comme un objet, et moins il y a d'espace d'ailleurs pour le cœur. Parce que tout ça, c'est une tentative d'échapper à l'affect et à l'émotionnel. Votre père, il doit se sentir très seul, certainement qui doit être pas très bien avec le fait aussi d'être diminué, de pas pouvoir faire les choses tout seul. Mais du coup, comme il vous utilise, il le sent un peu moins. Alors à chaque fois que vous viendrez mettre des limites, vous allez le confronter à ça, en fait, à ses responsabilités, à sa diminution, et c'est pas agréable, mais au moins vous maintiendrez quand même une relation, un lien parfois qui sera de sujet à sujet. Exactement, qu'utilitaire. Oui, parce que surtout moi quand je dis que je peux pas, du coup il appelle ma sœur. Quand ma sœur ne peut pas, il appelle nos enfants. Enfin, tout le monde doit être vraiment à ses ordres. Ouais. Bah, ça a été un dirigeant d'entreprise, etc. Donc il fonctionne comme ça. Oui, mais vous savez, Catherine, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand on perd un peu de son autonomie psychique, physique, on essaye de garder le pouvoir. Et quoi de mieux que de prendre le pouvoir sur ses descendants pour continuer à être avec le pouvoir. Sauf que, d'une certaine manière, ça ne l'aide pas non plus psychiquement à être en paix avec sa destinée. Parce que, de toute façon, s'il acceptait qu'il est un petit peu plus diminué, eh bien, il serait plus épanoui. Tandis que là, il est en train de s'aigrir. Vous êtes d'accord, hein? Complètement. Donc, je crois que c'est vraiment important. Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez lui faire entendre ça. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, peut-être un peu moins proche. Mais je crois que c'est vraiment important. Et c'est malheureusement en posant vos limites que de toute façon, à un moment donné, vous allez l'obliger à être dans l'obligation d'accepter. Peut-être qu'il ne le pourra pas, hein, mais au moins vous aurez fait votre part. Hein. Et le fait qu'il ne veuille pas parce qu'on avait trouvé une personne qui, pour l'aider à faire les courses, qui passe le voir tous les jours, le fait qu'il n'accepte pas du tout de personnes étrangères, on peut pas insister. Moi je l'aurais imposé personnellement, hein, je peux vous dire. Oui, parce que c'est pour ça qu'il garde le pouvoir, puisque vous cédez à toutes ces remarques. Mais ça, vous voyez, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais non pas à bâton rompu. C'est au contraire avec beaucoup d'amour. Mettre des limites, c'est pas être ferme et violente. C'est te dire, voilà, là où nous en sommes aujourd'hui dans nos vies, voilà, vous convoquez vos sœurs et les enfants, vos enfants, donc ces petits-enfants ont autre chose à faire que d'aller courir, changer la télécommande ou remettre HDME, enfin, vous voyez, et de reposer vraiment avec beaucoup d'amour, et c'est par amour que vous ferez ça, parce que lui, ça va lui permettre effectivement de rentrer dans ce processus d'acceptation, de dégradation et de perte d'autonomie, parce que ce n'est que le début, hein. Si ça se trouve, vous en avez pour 20 ans encore, Catherine. Sûrement. Donc c'est peut-être. Comment il est tenace. Mais non, mais c'est que la discussion, parce qu'il part quand même la faculté, il n'entend pas bien. Il peut s'appareiller. Enfin, je veux dire, soyons sincèrement, Catherine. Il est appareillé, mais non, mais ce qu'il faut, c'est que le temps que vous passez avec lui soit du temps de qualité. Je suis d'accord. Le temps que vous mettez à faire les courses, c'est pas du temps de qualité que vous passez avec lui. Ah oui, et puis j'ai même plus envie d'y aller. Oui, c'est pour ça qu'il faut lui imposer, parce que il va pas plus vous aimer parce que c'est vous qui nettoyez ses toilettes. Par contre, quand vous allez vous asseoir à siroter un petit thé ou un café, oui, là, mais du coup, ce temps-là va durer 20 minutes plutôt que d'être passé en coupe-vent, lancer des... Et puis comme vous êtes un petit peu, et ça peut se comprendre, un peu fâché d'être obligé de faire ses courses, machin, etc., quand vous êtes face à lui, vous n'êtes pas dans une relation épanouie et chaleureuse. Non, pas du tout. Vous avez qu'une envie, c'est vous tirer parce que vous avez envie de souffler pour vous. Donc voyez bien comment vous dégradez finalement sans vous en rendre compte la relation entre vous. Donc c'est vraiment important de poser vos limites, je vous assure. Et puis ça va aussi vous libérer de la culpabilité parce que vous aurez pris votre responsabilité. Les 3/4 du temps, quand on se sent coupable, c'est parce qu'on n'a pas pris clairement sa responsabilité face à l'autre. Et puis vous êtes accompagnés, voilà, vous avez vos sœurs, donc vous ferez face aussi ensemble. Vous ferez bloc. Par amour, si, il va devoir accepter les gens de l'extérieur parce que vous ne viendrez plus. Vous ne viendrez que lui faire des bisous, des câlins, des parties de cartes ou ce que vous voulez, mais vous ne viendrez plus faire Cendrillon, quoi. Eh bien...
Ouais, il va être fâché, hein, mais après ça vous fera du bien. Mais ça, c'est vous qui décidez. Hein, mais parfois, vous savez, des contraintes, ça rend plus libre. Absolument. Dans un premier temps, Catherine, peut-être écrivez ce que vous avez envie. Ça va vous mettre noir sur blanc ce que vous pouvez faire et ce que vous ne voulez pas faire parce que c'est pas possible. Et puis une fois que vous aurez écrit, vous pourrez être plus clair dans votre discours vis-à-vis de lui. Parce que sinon, tel que je vous entends, vous allez vous laisser influencer, il va reprendre le pouvoir et ça va pas avancer. On n'y arrive pas toujours du premier coup. Hein. Merci Catherine, merci beaucoup. Bon courage. Et c'est vrai que c'est une situation fréquente, on le comprend bien. Alors moi j'ai trouvé une jolie devinette pour vous, Sandy Boulanger. Quel est l'être qui espère réussir à séduire en montrant sa queue ? La réponse, ce sera tout de suite après les infos. C'est Sandy Boulanger qui est avec nous. Vous êtes somatothérapeute, sexothérapeute également, mais on vous a reçu aujourd'hui plutôt pour évoquer justement la fin de vie et puis aussi toute la problématique des personnes qui vieillissent et qui ont besoin, évidemment, bien sûr, qu'on s'occupe d'elles, mais est-ce que c'est toujours aux enfants, aux petits-enfants de s'en occuper ? C'est un peu toute la question qu'on pose et c'est important de pouvoir, grâce au témoignage qu'on entend, de donner, de mettre chacun à sa juste place, en quelque sorte. Je rappelle également que vous avez un site, le lien au cœur du soin en un seul mot.com. Alors la petite devinette que j'aime bien, quel est l'être qui espère réussir à séduire en montrant sa queue ? Le pan ? Bravo, oui. Oh, mais cette année, je ne sais pas ce qui m'arrive, je trouve vos devinettes. Eh ben, écoutez, on doit faire de la télépathie, là, certainement. Et on continue avec Karine, qui est avec nous. Bonjour, Karine. Ah oui, bonjour Brigitte. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors moi, je vous appelle parce que j'ai pas été encore confrontée à l'accompagnement d'un proche ou d'un parent, mais je suis petit parce que j'ai maman qui est très malade des reins, cancer du sein, des poumons, et on habite avec ma sœur et moi à 2 heures de chez eux, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc là, forcément, on s'y prépare doucement, mais c'est vrai que c'est pas facile du tout. Hein. Elle vit encore avec son compagnon ? Oui, ils sont ensemble depuis l'âge de 14 ans. Je pense que papa s'en occupe très très bien, vraiment même mieux qu'une infirmière ou quelqu'un de médical, mais c'est vrai que c'est aussi à ses propres soucis de santé et s'il y en a un qui faiblit, si lui faiblit... Attention parce qu'on vous entend plus très bien, Karine, je sais pas si... Alors attendez, là ça y est. J'ai pas bougé. Non, pour l'instant, c'est mon père qui est aidant. Bon, il fait ça très très bien, mais là, vous voyez, il a été récemment opéré du genou pour une prothèse totale. On s'est retrouvés avec ma sœur confrontés au problème de maman. Elle et moi, on a pris entre elle 3 semaines de RTT pour s'occuper des deux, et moi 1 semaine aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand les parents ne veulent pas spécialement de l'aide extérieure, vous voyez. Ah oui, ça c'est toujours la grosse question, le refus de l'aide extérieure. Parce que demander de l'aide, c'est prendre conscience aussi des besoins nouveaux que nous avons. Et c'est vrai que on peut se dire, du coup, je vais le faire, on va le faire, mais ça n'aide pas à préparer effectivement la continuité. Et ils ont le droit d'avoir envie de rester chez eux, entre eux, et en même temps, ça vous demande à vous de vous organiser. 3 semaines de RTT, 1 semaine, c'est difficile à notre époque. Mais ils sont pas conscients en fait de la situation dans laquelle ils sont, en vérité, parce que nous, avec ma sœur, on voulait commencer à faire des dossiers, bien sûr pour qu'ils restent chez eux, bien évidemment, mais qu'ils aient au moins une aide qui peut passer 1 fois par jour, histoire de voir si tout va bien, parce que ma sœur et moi on est en région parisienne, et eux ils sont près du Mans, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais même ça ils ne veulent pas. Donc je pense qu'ils sont même pas conscients Karine, ils ne veulent pas, c'est une chose, mais ils ne veulent pas, puisque de toute façon vous êtes là. Et vous prenez sur vous pour leur apporter cette aide. C'est ça, encore une fois, qu'il faut comprendre. C'est exactement la même chose que Catherine qu'on vient d'entendre avant les infos. Je ne sais pas si vous avez entendu son raisonnement. Et c'est difficile de poser ses limites, Karine. Mais nous, en tant qu'enfants, c'est difficile.
Ouais, parce que, Mais je sais bien. Moi, je me vois pas de faire les besoins, par exemple. Mais l'histoire, c'est que vous n'êtes pas que leur enfant, vous êtes aussi une adulte aujourd'hui. Au même titre qu'on ne devient pas le parent de son parent, quand on est adulte aussi, on n'est pas que l'enfant de son parent. C'est-à-dire que là, il y a des problématiques de vieillissement qui sont nécessaires à aborder avec eux. Voilà, ils ont des problèmes de santé, mais ils sont bien encore. On peut aborder les choses avec eux et pour leur confort. Et ça veut dire que c'est pour votre confort à vous aussi, hein, d'équilibre mental et de charge mentale, de se dire que maintenant, il faut commencer à mettre en place des aides, parce que je vous ai entendu dire tout à l'heure que mon père se débrouille très bien, il est très bien. Ah oui, il est très bien, mais il va s'épuiser lui aussi, donc c'est-à-dire qu'il s'use. Et puis Karine, moi je vous pose une question, vous avez des enfants ? Oui, j'ai un fils, oui. Bon, est-ce que vous avez envie de lui faire subir ça quand vous aurez non, 80 ? bien évidemment. Bon, Non, bien évidemment alors, que non. Non, mais alors. Le problème, c'est que voilà, on se trouve confronté à des parents qui veulent rien entendre, qui sont têtus comme des mules. Enfin, bon, il faut être encore plus têtu, Karine. Si vous n'avez pas envie de faire subir ça à votre fils, ça montre bien que vous êtes consciente de ce que c'est qu'un parent et de ce que c'est un enfant. Bah oui, non, mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous. Le problème, c'est que voilà, le fait de pouvoir mettre les choses en place. Le problème, c'est votre dualité entre la petite fille qui est en vous et la femme adulte. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Parlez clairement avec votre sœur et prenez toutes les deux, puisque en plus vous avez l'air d'être assez soudés, puisque vous êtes mis d'accord. Soudés, oui. Bon, donc parlez avec votre sœur et posez ensemble vos limites. Ah bah de toute façon, elle est aussi consciente que moi et c'est le même style que moi, donc forcément on reproduit les mêmes schémas toutes les deux. Il faut parler il faut parler du futur proche et du futur loin. Ça, ce sont des discussions d'adultes qu'on peut avoir avec ses parents. Si on reste toujours à un niveau d'enfant en étant adulte, vous allez passer vraiment de très mauvais moments, parce que eux décident. Je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est pas facile ce que je vous dis, vraiment. J'en ai conscience. Hein, j'utilise des mots comme ça, comme si. Mais non, c'est très difficile, c'est complexe, mais c'est vers ça qu'il faut tendre, parce que c'est ça vraiment qui, avec votre sœur, va vous permettre d'accompagner comme ça petit à petit vos parents et que vous soyez
Sandy Boulanger est avec nous et nous évoquons donc les parents, les grands-parents qui ne sont plus tout à fait autonomes. Quelle est notre part de responsabilité dans tout ça ? Et puis Sandy, on va revenir sur un tout autre témoignage avec Hervé qui lui a perdu, je crois, votre fille, hein, une fille. Bonjour Hervé. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Hervé. Alors oui, nous avons perdu une de nos filles, il y a une vingtaine, un peu plus de 20 ans. Et voilà, donc nous l'avons accompagnée, parce que c'était d'une maladie, d'une tumeur. Et donc on l'a accompagnée sur toute sa fin de vie. Et voilà, donc je pense que c'est en lien avec votre sujet du jour. Bien sûr, bien sûr. Et là, en l'occurrence, évidemment qu'en tant que parent, on accueille jusqu'au bout sa fille, ça me paraît évident. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais on le fait tous différemment. En fait, on joue tous un rôle différent dans l'aventure, dans l'histoire. C'est-à-dire que quand nous, la fin est arrivée, qu'on nous a dit qu'on la sédatait et qu'elle reviendrait plus, chacun d'entre nous, en fait, entre ma femme et moi, a pris un rôle différent. C'est-à-dire que ma femme, elle n'a pas voulu la quitter du tout, donc elle l'a accompagnée. Elle est restée avec elle pendant les 3 mois de sédation jusqu'à son décès. Elle ne pouvait pas quitter la chambre de l'hôpital. Elle a passé 3 mois totalement avec elle. Voilà. Et donc moi, j'ai pris le rôle de maman avec nos autres enfants et voilà, et on s'est organisé de cette façon-là. Mais dire que moi, je pouvais ne pas rester et ma femme ne pouvait pas. Mais oui, ça se vit à des endroits très, très différents. C'est étonnant que vous disiez que vous avez pris le rôle de maman à la maison avec vos autres enfants. Pourquoi vous dites ça ? Parce que je me suis retrouvé à faire tout ce que faisait ma femme avant. Comme un papa, non ? Oui, mais comme j'étais un papa qui était relativement peu là, très pris par le travail à cette époque-là, du coup, oui, j'ai réintégré un rôle que j'aurais dû avoir avant, mais que je n'avais pas. Ouais. En fait, vous êtes devenu un papa beaucoup plus impliqué dans du quotidien, donc ça veut dire que vous avez réduit votre activité professionnelle ? Alors oui, je l'ai réduite. Moi, j'avais la chance de diriger une entreprise, de co-diriger une entreprise, et donc je me suis mis en quasi-disponibilité permanente. Et ça, c'est vrai que c'était un confort dans notre situation que d'autres n'avaient pas. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on réfléchisse à ces choses-là pour laisser aux gens qui sont confrontés à ça la possibilité de faire ça et d'accompagner sereinement. Voilà. Dans votre couple, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, c'est-à-dire que ça n'a pas créé quelque chose qui vous a éloigné, même si c'est évidemment une épreuve terrible. Voilà, les équipes médicales nous avaient dit soit vous vous éloignerez, et ça arrive très souvent dans ce cadre-là, soit vous referez un enfant. On a fait un enfant. Voilà, et ça a permis de donner du sens à tout ce qui s'était passé. Et ça nous a emmenés sur le chemin du deuil, en fait, l'acceptation de ce qui s'était passé, et puis on en a fait quelque chose. Voilà. Elle avait quel âge, votre fille ? Elle avait 8 ans. Ah oui, c'est un âge très difficile parce que elle avait déjà toute sa personnalité et tout d'un coup elle s'en va. Oui, tout à fait. Oui. Mais après, voilà, nous, on l'a accompagnée, mais elle nous a accompagnés aussi, en fait. Ah oui. Ça a été du donnant-donnant, parce que finalement, elle nous a permis de nous faire à l'idée que ça allait arriver. Mais vous voyez, c'est tout le sujet de cette émission aussi, de préparer ces moments-là, de pouvoir communiquer, échanger. Et merci de votre témoignage. Effectivement, le deuil d'un enfant, c'est ce qu'on imagine être la chose la plus horrible. Et aussi pas toujours non plus. C'est souvent dans ces pertes-là, dans ces deuils-là, qu'on entend que on y a finalement gagné beaucoup. Alors, pas simplement, ça demande beaucoup de travail, mais je crois que chaque deuil serait la possibilité justement
sortir ce que vous avez sorti aussi, de devenir un papa peut-être aussi différent, plus présent, un mari différent, un copain différent, un travailleur différent. Vous voyez, c'est que dans l'horreur, ça change tout. Oui, mais parce que dans cette horreur, vous en avez fait quelque chose de transcendant, et du coup vous dites que votre fille vous a aidé aussi à ça. Je crois que c'est ça qui est très important, c'est qu'une personne évidemment. Qui meurt, elle a cette responsabilité-là aussi, vous le voyez, quel que soit votre âge, parce que j'ai parfois fait aussi des soins palliatifs en pédiatrie. Quel que soit l'âge de l'enfant, il y a aussi cette participation-là de la personne qui part à pouvoir justement aider à faire des liens au-delà de la douleur et de trouver des structures de fortification interne qui sont incroyables, insoupçonnables, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Et après, bon, c'est vrai qu'on est tous singuliers en fait face à ça. On est tous singuliers, on a souvent tous une idée de qui on va être, et on est, à mon avis, très souvent surpris de qui on est réellement quand on a la malchance d'être confronté à des situations à ces épreuves-là, oui. Mais je crois tout simplement, Hervé, qu'il y a deux solutions, et il y a la solution de rentrer dans l'amour au sens profond du terme, c'est visiblement ce que ça vous a permis. Et puis après, il y a la solution d'être aigri, d'être en colère, de trouver ça injuste et de ne pas s'en sortir de ce sentiment-là. Il n'y a pas d'autre solution, vous savez. Voilà, mais je pense que vraiment c'est un message qu'on doit répandre le plus possible. Je crois qu'il est toujours possible de s'en sortir. On peut toujours y arriver. Si on arrive en effet à être... Moi, je trouve ça formidable, parce que vous avez compris que votre femme, pour elle, c'était sa mission de rester jusqu'au bout, et que pour elle, elle ne pouvait pas faire autrement. Et vous avez assumé votre rôle aussi. Voilà. Alors, moi, j'ai compris, mais notre fille l'a compris aussi. Et dans le sens où elle est restée donc avec sa maman 3 mois durant, H24, et est arrivé un jour où on a pris la décision de ramener nos autres filles dans la chambre là-bas, et de faire un pique-nique, de manger tous ensemble et de les faire dormir à l'hôpital. Et ce soir-là, ma femme, alors je m'excuse, je vais peut-être avoir un peu d'émotion, ma femme a dit à notre fille, au moment du coucher, elle a dit je te laisse avec papa, je vais m'occuper de tes sœurs. Et le lendemain matin, elle était morte. Non, c'est formidable. Mais je pense que mais c'est extraordinaire. Elle attendait ça. Elle attendait que sa mère lui dise qu'elle pouvait à nouveau s'occuper de ses sœurs. Oui, elle lui a donné la permission de s'occuper de ses autres sœurs, et elle est partie. Merci, c'est un magnifique message que vous nous transmettez, Hervé. Merci beaucoup. Surtout ce que vous en faites, c'est ça qui est magnifique. C'est que une fois qu'on arrive à trouver en fait des cadeaux mal emballés dans l'horreur, c'est très fort, et c'est un témoignage très fort. Et merci beaucoup. On va faire une petite pause, et puis on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Nous sommes avec Sandy Boulanger, somatothérapeute, et on écoute ce qui se passe lorsque quelqu'un part, pour utiliser le terme qu'on utilise le plus, évidemment. Delphine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Delphine. Donc moi je veux parler de mon mari. Donc mon mari est décédé il y a 17 ans, un cancer incurable, et je voulais témoigner parce que je trouve que la mort, c'est vraiment un sujet tabou, et ce que j'ai découvert et ce que j'ai déploré, c'est le manque de communication par rapport à la mort, c'est-à-dire que dans l'hôpital, personne parlait de la mort. Dans l'équipe HAD, personne parlait de la mort, et en fait la personne elle est condamnée, mais c'est un sujet tabou, et du coup on peut pas être serein par rapport à ça et se préparer. Il n'y a pas d'aide en fait. Et vous voulez dire que votre mari, donc l'équipe médicale savait qu'il était condamné à court terme, et qu'on ne vous le disait pas ? On le savait qu'il était condamné, mais personne parle de la mort.
Donc il y a des protocoles. Moi j'ai eu l'impression qu'il faisait des essais sur lui, mais je veux dire à aucun moment on parle de la mort. Et pour moi la mort c'est quelque chose d'inévitable et qu'on doit préparer en fait. Donc c'est un silence en fait, c'est un silence dans les couloirs, auprès des soignants. Parce que je pense qu'ils sont pas formés à ça, mais moi par exemple, maintenant je parle de la mort très facilement à mes enfants. Je leur dis ce que je veux pour ma mort, et ça c'est très important. Et c'est encore mieux d'en parler quand on est en bonne santé. Bah oui, votre témoignage est très précieux, et effectivement, Delphine, parce que c'est ce qu'on va se dire souvent dans nos émissions sur ce thème-là, c'est qu'effectivement, plus on envisage sa mort et mieux on vit sa vie. Et effectivement, au début, je vous disais, dans un milieu médical, je vais toujours employer le mot mourir. À l'extérieur, on peut avoir des termes plus imagés comme partir. Mais c'est vrai que ce mot est très important, et quand il est prononcé dans les murs de l'hôpital, il y a quelque chose de l'ordre de protecteur et du parler vrai, justement, que l'on peut intégrer. Et c'est effectivement souvent supposé que le patient, ses proches ne sont pas capables d'entendre ce mot-là. Alors que pourtant, effectivement, il faut le dire, et l'équipe soignante sera de toute façon là pour accompagner, pour permettre les réflexions, en psychologie, sur les soins à domicile. Donc je suis d'accord avec vous, c'est fondamental de dire ce mot à l'hôpital. Oui, et il faut se faire aider. Donc moi, je me suis fait aider en tant qu'aidant. J'ai été chercher de l'aide auprès d'un forum, un forum où il y avait des aidants et puis des malades du cancer. Ensuite, j'ai lu beaucoup de livres par rapport à la mort intime, par exemple, de Marie de Henzel. J'ai lu plein de livres en fait sur l'accompagnement, parce que je sentais qu'il fallait accompagner mon mari jusqu'au bout. Et je me suis vraiment préparée à ça. Et par exemple, ses parents, ils étaient dans le déni. Pour ses parents, ils pouvaient pas mourir. Tant qu'il était à l'hôpital, ils pouvaient pas mourir. Donc ma belle-mère, elle m'a dit un jour, mais il y a rien à faire, on peut rien faire. Et moi, je lui avais dit, mais si, on a tout à faire. Bien on sûr. a à faire que votre fils parte, que mon mari parte en paix, dans la sérénité, parce que il était jeune, il est décédé à 40 ans, donc on lui a annoncé la maladie à 38 ans, et en fait il culpabilisait de nous laisser, et il a énormément souffert. Ça a été un malade exemplaire parce qu'il s'est jamais plaint. Il nous a toujours préservés pendant la maladie, et en fait moi j'ai réussi à l'apaiser le mieux que j'ai pu, et pour qu'il puisse partir en paix. Et ça, c'était tous les jours, c'était un travail de tous les jours, et je me suis épuisée, et j'ai essayé de demander de l'aide autour de moi, mais c'est très violent quand on demande de l'aide, parce que si les personnes ne sont pas capables d'aider, ils vont nous renvoyer la figure, c'est ton rôle, c'est à toi de le faire. Donc c'est très compliqué, l'entourage. Après moi je préfère quand les gens sont sincères et francs. Oui, Ma bien sœur, sûr. elle m'avait dit, écoute, je peux pas t'aider parce que moi j'en suis malade, j'arrive plus à dormir, donc je peux pas t'écouter, c'est trop compliqué, c'est trop difficile de t'écouter, mais au moins elle a eu la franchise de me le dire. Absolument, donc, absolument. Mais ce qui montre bien qu'elle n'était pas dans le déni comme ses parents. Comme les parents de votre mari. Et c'est toujours la même question, et c'est pour ça que c'est un mot tabou, le mot mort, parce que beaucoup de gens sont dans le déni. Moi, ça me fait sourire quand j'entends quelqu'un qui me sort « Ah non, j'ai pas peur de la mort. » Oui, il a 45 ans, il est en pleine vie, et il est dans le déni de ce qui va l'attendre. Enfin, on sait pas d'ailleurs ce que chacun va subir. Mais ce que j'aime bien dans votre témoignage, et j'ai envie d'appuyer là-dessus, Delphine, c'est que vous avez été là, vous avez été présente, vous l'avez aidé à partir en paix, mais certainement qu'il vous a aidé aussi à ce que votre vie prenne une autre saveur, parce que vous avez vécu cette épreuve-là, et elle vous a rendu plus forte parce que vous en avez fait quelque chose.
Exactement. Je pense à lui quasiment tous les jours, et c'est une force incroyable qu'il m'a donnée. Et moi, en fait, on avait l'équipe on avait l'HAD à la maison, et malheureusement, on a dû aller à l'hôpital pour une ponction qui devait durer quelques heures, et malheureusement, il est resté à l'hôpital, donc il est décédé à l'hôpital, alors qu'il avait demandé la veille de rentrer à la maison. Il voulait rentrer à la maison, donc là, on nous a empêché en fait de rentrer à la maison, et du coup il est décédé à l'hôpital, et après j'ai demandé, enfin on m'a renseigné, et j'ai pu transférer mon mari à la maison, et donc on a fait une veillée pendant 2-3 jours. Et je trouve que c'est très important, et on a perdu la veillée dans cette société. À l'époque, ça se faisait régulièrement, parce qu'il n'y avait pas les pompes funèbres, et puis les chambres funèbres et tout ça. Et moi, je sais, c'est ce que je veux. J'ai dit à mes enfants, moi, je veux pas être dans un frigo, je veux pas être dans une chambre funéraire, je veux être à la maison. Je veux que vous soyez là, me tenir la main, me caresser. Alors après, vos enfants, ils feront ce qu'ils pourront, hein, Delphine. Oui, mais je leur dis, au moins. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison. Il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent pas voir le mort. C'est fou, ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai perdu mes 2 parents déjà, mais je les ai vus et j'ai pu leur dire au revoir. Et je trouve que dire au revoir à quelqu'un qui est donc mort, c'est quelque chose de terriblement émouvant et quelque chose de très fort. Et je trouve dommage que beaucoup de gens ne veulent plus voir le mort, comme si c'était une image qui allait les marquer. C'est indispensable. Et en plus, quand la personne elle est morte, elle est toujours là. C'est la même. Enfin, moi, mon mari était là. Oui, et puis il y a quand même un travail qui est fait. C'est le principe de réalité. Et on le montre d'une manière apaisée. Enfin, je veux dire, Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, on le prépare. Je sais plus le terme de la personne qui s'occupe de préparer le mort, justement. Ouais. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Sandy, justement, de voir la personne. Enfin, si on peut, bien sûr, il y a des gens qui peuvent pas. Hein. Moi, je crois que c'est très aidant. Ça fait partie effectivement du principe de réalité, de se rendre compte que la personne, elle est vraiment morte, et de continuer à sentir. C'est ce que vous dites, Delphine, que lui, par contre, l'amour ne meurt pas. Et donc, ça aide à la transformation du lien. Parce que votre mari, vous ne cesserez jamais de l'aimer. Par contre, vous pourrez aimer encore, et vous aimerez de nouveau. Parce que votre cœur ne va pas rétrécir et zapper, mais il va grandir. Et de voir le mort, je crois qu'effectivement, quand vraiment on peut, à moins d'avoir une phobie, ça aide. Bien sûr que ça aide, parce que ça rend très concret la mort, et au contraire tout l'amour que l'on a pu avoir. Donc ça aide. Moi vraiment, je suis favorable à ça. Et tous les mots qu'on peut dire avant la mort et après la mort. Et c'est très important en fait. Il faut rien garder en soi. Il faut libérer en fait les émotions et la parole, et de dire les choses, de dire au revoir, Enfin, c'est très important. Moi, je sais que je l'ai vécu de façon paisible malgré la douleur, parce que je pouvais le faire. J'ai pu le faire. Bien sûr. Et quand mon papa est décédé, par exemple, il est décédé à 30 km de chez moi. Ma maman, elle a tout de suite appelé les pompes funèbres. Et quand elle m'a téléphoné plusieurs heures après, je lui ai dit, mais il est où, papa? Elle me dit, mais je te dis, il est mort. Il est parti. Non, elle m'a pas dit il est mort. Elle m'a dit il est parti. Alors j'ai dit, mais il est où? Il est parti. Je te dis, il est parti. Je dis, mais il est mort. Elle me dit oui. Je dis, mais j'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu m'as pas appelé plus tôt? Il est où? Il est parti. Elle me dit, il est au pont funèbre. Et du coup, j'étais catastrophée, quoi. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi? J'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu m'as pas appelé avant? J'avais tellement envie de lui dire au revoir, de le prendre dans mes bras. Et elle a pas su. Elle m'a dit, écoute, je suis désolée. Je sais ce que tu as fait pour ton mari, mais moi, j'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas supporter l'image de ton père mort sur le canapé. Et et je n'en ai pas voulu, parce que chacun est différent. Donc, j'allais pas en plus lui. Mais à l'intérieur de moi, mais j'avais envie de hurler, quoi. C'était pas possible. Comment? Et voilà. Donc, on est tous différents. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut préparer en amont, et il faut pas avoir peur de la mort. De toute façon, on n'a qu'une certitude dans la vie, c'est qu'on va tous mourir. Donc, c'est sûr.
Oui, sauf qu'on n'a pas tous peut-être la même force intérieure. Je ne sais pas. Oui, c'est des outils, je crois, des outils de gestion. Hein, parce que... Mais peut-être quand même, et ça c'est vraiment ma conviction, pour écouter l'humain depuis tant d'années, je crois que plus on ose parler des choses, moins on en a peur, me semble-t-il. Donc merci de ce témoignage, Delphine. Merci pour votre émission, merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant, toujours avec Sandy Boulanger au 0826 300 300. À tout de suite. Sandy Boulanger est avec nous, somatothérapeute. Vous travaillez notamment en soins palliatifs, mais pas que, bien sûr, vous êtes également sexothérapeute. Merci d'être là et de donner toutes ces paroles apaisantes, hein, je crois que c'est le mot, à ceux qui témoignent et ceux qui nous écoutent. Gabriel, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Gabriel. Quand j'ai entendu le sujet, je voulais participer pour parler de la fin de vie de personnes qui sont quand même en bonne santé, mais c'est quand même à 90 ans, on est plus près de la fin quand même. Hein. Vous croyez? Et donc c'était par rapport, je veux dire mon expérience par rapport à ma mère, et que bon, on a longtemps eu des relations conflictuelles et parfois quand elle me contrariait pour certaines choses, vraiment, je parlais plus pendant 3 semaines. Enfin bon, et puis bon, le temps faisant que j'ai réalisé là avec ses 90 ans que j'ai dit mais mince, elle va partir parce qu'elle était en train de dire ouais quand je serai plus là, tout ça, et ça m'a fait du mal. Donc depuis j'essaie de retenir le temps, je m'occupe d'elle, voilà, parce que bon elle est en forme hein, mais en fin de vie si vous voulez, et donc je l'appelle pour qu'elle parle, je la fais venir à la maison, je m'occupe d'elle pour que sa fin de vie, vous voyez, soit belle, qu'elle se sente utile. Oui, mais aussi pour recréer du lien avec elle et avoir d'autres souvenirs et avoir peut-être une véritable relation mère-fille entre deux adultes qui se respectent. Voilà, et ça c'est exactement ça. Oui. Et si vous faites ça, c'est bien parce que vous le faites pour vous le faites pour elle, et ça vous permettra quand elle va partir d'être en paix. Oui. J'essaie de faire en sorte qu'elle se sente bien, et même je me disais je veux retenir, pourquoi j'ai pas eu cette mais ne le faites pas pour la retenir. Non, ni pour rattraper du temps perdu. Ce que vous vivez là, vous n'auriez pas pu le vivre avant, c'est tout. Par contre, vous le vivez là parce que vous êtes prête à ouvrir ça, et votre mère est prête à le vivre avec vous. Avant, ça n'aurait pas pu se passer. Avant, et d'ailleurs, je me suis dit, je ne veux plus me fâcher contre elle et ne plus m'énerver contre elle parce qu'elle m'énerve beaucoup. Et donc, l'autre fois, je suis arrivée à ne pas m'énerver sur quelque chose, une injonction, parce que elle me dit c'est un conseil. Vous voyez Gabriel, ce que je trouve formidable dans votre témoignage, et je trouve ça un peu dommage, c'est que on arrive à ouvrir son cœur quand on sait que on va perdre l'autre. J'aurais aimé le réaliser. Non. Mais vous le faites pas de regret, maintenant. pas de regret. J'aurais gagné 10 ans quand même. Bah oui, mais là c'est beau ce que vous partagez. Puis bon, peut-être que comme vous ne réagissez plus, elle a perdu son partenaire de gladiateur préféré. Elle va peut-être moins. Non, elle préfère, parce que quand des fois on s'énerve, elle dit pourquoi tu me cries dessus. Elle préfère. Et je voulais vous donner une anecdote, qui est marrante, parce que on parlait l'autre fois. Elle me dit, tu vois, c'est dommage, on ne sait pas après la mort ce qu'il y a. On ne sait pas, personne n'est venu, tout ça. J'ai dit mais maman, tu vas bientôt savoir quand même. Mais j'ai dit. Et tu me souffleras à l'oreille, tu me diras à l'oreille. Tu viendras me le dire. J'ai dit mais le plus tard possible. Voilà. Vous êtes drôles toutes les deux, ouais. C'est une belle complicité, hein, mais je pense qu'elle n'aurait pas été possible avant, c'est tout. Puis là, c'est possible. Il faut croire, oui, c'était. On a eu des rapports très tendus, tout ça, et pourtant, et elle n'a pas changé. C'est moi qui ai changé. Oui, mais si vous avez changé, elle a changé. Et oui, j'ai appris grâce à vous que quand on change, ça amène les autres à changer. Et donc là, la relation est
agréable. J'essaie de lui trouver les choses. Voilà, qu'est-ce que tu veux manger? Je la sers à table. Je veux qu'elle soit bien. Je la mets au soleil. Là, vous la gardez jusqu'à 120 ans avec tout ce que vous faites. Hein. Vous n'êtes pas prête d'en être débarrassée. Elle veut pas rester trop longtemps. Elle veut pas nous voir mourir. Voilà. Donc. Oui, j'allais le dire. En fait, elle va vous accompagner vous si ça continue. Voilà. Donc là, la relation a évolué. Bon, sur le tard, peut-être je suis plus apaisée aussi. Mais j'ai eu quand même. Vous savez, Gabrielle, il y a un mot. Hein, il faut devenir sage pour éviter les petits conflits à la con dans les familles. Hein, c'est tout. Et vous êtes devenu sage à l'âge où on peut devenir sage. C'est elle. Vous savez. Non, c'est elle. Elle vous dit, c'est un conseil, c'est un ordre, c'est une injonction. L'autre fois, encore, je t'interdis de faire ça. D'ailleurs, c'est toujours. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec je sais plus qui. C'est le conflit entre la petite fille qui est en vous et l'adulte. Oui. Et vous vous retrouvez face à une adulte et puis face à votre mère. Et ça fait donc 4 personnes qui parfois s'entremêlent. Il faut vraiment comprendre ça. Ça fait 4 personnes, 2 en vous et 2 en elle. Ouais. Donc pour ça j'ai dû comprendre, réaliser quelque chose qui fait que, j'apprécie maintenant les moments qu'on partage parce que je me dis, c'est la seule qui peut encore nous dire des souvenirs, des souvenirs qu'on a en commun, des choses dont, elle se souvient que moi non. Et c'est la dernière, quoi. Après, ça sera plus comme voilà. C'est pour ça qu'il faut. La complicité, oui. Vous profitez de votre complicité. Et puis, laissez passer les injonctions. On ne sait pas se plier en 4 non plus. Hein, c'est les laisser passer. Et oui, maintenant j'y arrive. Ouais, je suis arrivée. On entend. Je vais encore. Je suis sur ce chemin. Et voilà, je ne veux plus de disputes jusqu'à la fin. Voilà. Ça sera peut-être pas facile, ça. Hein. Je fais. Oui, mais j'essaie. Mais Gabrielle, c'est pas grave de disputer du moment qu'on se réconcilie. C'est pas grave. Oui, mais parfois je suis restée 3 semaines, un mois, j'ai dit je ne lui parle plus. Vous boudiez, c'est pas bien ça. Hein, je ne lui parle plus, c'est terminé, elle m'embête, voilà. Alors que maintenant, voilà, je réponds à ses appels, voilà, et donc voilà, c'est une relation harmonieuse pour la fin de ses jours, qu'elle se sente bien. Mais j'espère que vous aussi. Vous vous sentez bien. En tout cas, merci Gabrielle, parce que c'est aussi un témoignage qui montre que tout est toujours possible et c'est important à un moment donné, parce que une fois qu'ils sont plus là, on ne rattrape pas le temps perdu, ça c'est sûr. Hein. Non, puis la sagesse peut vraiment nous tomber dessus comme quoi. Hein. C'était espéré. Ouais, on n'a pas demandé son âge à Gabrielle, mais si sa mère a 90 ans, on peut imaginer qu'elle a dépassé 50 ans. Hein. Oui, on peut imaginer. Oui. On peut l'imaginer. Alors, on va peut-être conclure avec vous, Nadège. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, vous, c'est pas tout à fait la même histoire, mais c'est quand même une histoire de maman et fille. Elle n'est pas tout à fait en famille, non. Enfin, c'est pas annoncé en tous les cas. Mais oui, ça faisait des années qu'elle était seule. Moi, je me suis retrouvée seule. J'ai dit, je prends maman avec moi. Oh, l'erreur fatale. Et ça fait 2 ans que je suis avec elle. C'est vrai que c'est très, très dur. Mais ça, je l'avais depuis des années en tête. Elle a quel âge, votre mère? 83 ans. Oui. Et bon, mais elle n'a pas la santé, c'est sûr que... Et bon, disons qu'elle vivait dans un petit appartement et on y arrivait, c'était toujours éteint. Elle sortait plus, elle voulait plus sortir. Quand on y la cherchait pour aller marcher, non. Et moi, je me suis dit, je vais la prendre avec moi. Et donc, elle habite chez vous. Voilà. Oui. Et en sortant du boulot, et je dirais, maman, on va se promener. Et petit à petit, elle va reprendre. Et puis non, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été tout le contraire. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, au contraire, elle se repose sur moi de plus en plus. Elle en fait de moins en moins. Bon, les promenades, c'est même pas la peine. Oui.
Nadège, cela dit, Oui. ça sera une étape qui vous permettra d'aller la placer en EHPAD, soyons clairs. Eh ben, je me vois pas la placer en EHPAD parce que Et pourquoi franchement, Et pourquoi parce qu'elle est bien à la maison. Bon, elle est dans son monde. Elle fait son train-train. Hein, Oui, mais et vous? Moi, comme je dis, je l'ai pris, j'assume et puis voilà. Mais jusqu'où? Parce que vous pourriez assumer jusqu'à ce que ça soit plus vivable, que ça soit trop difficile. Je me dis que quand elle va vraiment se dégrader, parce que c'est vrai qu'elle marche, comme elle marche quasiment plus, elle est toujours dans son fauteuil, un jour ou l'autre, de toute façon, elle sera en fauteuil roulant, mais je lui ai dit, de toute façon, un jour où tu seras en fauteuil, parce qu'une fois, elle m'a dit, j'aime pas marcher, mais je serai en fauteuil, et je dis, mais qui va pousser ton fauteuil? Ce sera pas moi, je lui ai fait. Je m'en suis voulu. Non, vous mettez vos limites, bien sûr, c'est important. Oui, ça, c'est sûr. Et j'en parlais avec mes sœurs, parce que mes sœurs, elles la voient se dégrader. Elle m'a dit, maman, elle en a pris. Moi, je le vois moins qu'elle. Et c'est vrai que, bon, du coup, elles m'ont dit ça. Moi, du coup, j'ai réalisé. Et ça me fait peur maintenant. C'est vrai que ça me fait peur. Mais la placer en EHPAD, non, parce qu'elle a... Elle, le matin, elle se lève à 10h, elle se couche pas avant minuit, 1h. Non mais Nadège, vous avez fait une bonne action. Vous avez, par amour pour votre mère, pensé que vous faisiez quelque chose de formidable pour toutes les deux. Ça a été une erreur. Dans la vie, on a la possibilité de réparer ses erreurs et on n'est pas obligé de s'enfermer dans quelque chose qui nous fait du mal. Vous êtes, il faut que vous arriviez à évaluer. Peut-être qu'il faut le faire avec quelqu'un avec qui vous pouvez parler, c'est-à-dire un thérapeute ou une thérapeute. Il faut que vous évaluiez ce que ça provoque de toxique chez vous, parce que sinon vous allez y perdre peut-être la santé ou peut-être le moral. Enfin, vous voyez, oui, vous l'avez fait avec bon cœur et il y a pas, ne regrettez pas de l'avoir fait. Ça, c'est pas le problème. Mais on n'est pas obligé, rien ne vous oblige à rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Même si vous aviez promis. J'ai une de mes sœurs, maintenant j'en avais pris l'habitude. C'est vrai qu'au début c'était très dur, je craquais. J'ai une de mes sœurs qui m'a dit, j'en ai parlé avec mon mari, pour la placer en EHPAD, justement. Mais moi je lui ai répondu, mais tu veux tuer ta mère. Mais qui parle de tuer? Mais qui parle de tuer? Ah non, mais elle, ça va je sais pas. Ça va la chambouler, c'est sûr, mais ça va pas la tuer. Ah oui, ça va la perdre. Oui. Moi, ça serait un abandon, quoi. Bah non, parce qu'en plus, il y a des activités adaptées, notamment de la gym cognitive. Et puis, donc, c'est une autre tranche de vie. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas un abandon. Et les EHPAD c'est pas la SPA. Et puis, vous avez du coup le temps de choisir. Oui. Et vous n'avez pas le pouvoir, Nadège, de toute façon, de la maintenir en vie, en forme. C'est pas en votre pouvoir. En votre pouvoir, c'est de faire tout pour vous. D'abord, je le rappelle, la personne la plus importante, c'est soi-même. Et c'est comme ça qu'il faut vraiment voir la vie, surtout quand on est face à des personnes qui vont pas bien, qui ont besoin peut-être justement de maisons spécialisées. Bon courage Nadège, merci en tout cas. Merci beaucoup Sandy Boulanger pour ce sujet délicat, mais c'est important qu'on en parle. Demain on est avec Lucie Vincent qui vient de sortir un livre formidable et qui nous explique tout sur ce qui se passe quand on aime, quand on n'aime plus, quand on a envie, quand on n'a plus envie, et on en parlera avec elle. Et tout de suite vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir.